Non, alors on va à présent parler de vieillissement et de maladies chroniques. Je vais inviter les participants à la séquence suivante à nous rejoindre, sachant que l'un d'eux est actuellement retenu à Villejuif, je viens de l'apprendre, et qu'il nous rejoindra en cours de route. Alors on va parler de vieillissement. Comme vous le savez tous, nous vivons de plus en plus longtemps. Quel est l'impact de ce vieillissement de la population sur les maladies chroniques, et notamment sur la maladie de Parkinson, sur le diabète, sur l'hypertension, sur les maladies cardiovasculaires chez les femmes? On va en parler avec vous, Alexis Elbaz. Bonjour. Vous êtes neurologue, vous êtes également épidémiologiste et coordinateur scientifique adjoint de 3N Génération. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, donc moi, je vais vous parler un peu d'autres maladies chroniques que le cancer. Donc, cette diapositive montre à gauche la moyenne d'âge des participantes à E3N Génération aux différents questionnaires. Et vous voyez qu'en moyenne, l'âge moyen était à Q1, donc en 1990, d'un peu moins de 50 ans, et qu'il est aujourd'hui, donc à Q13, de 80 ans. Donc les femmes étaient âgées en moyenne de 50 ans, elles sont passées à 80 ans. Et à droite, vous voyez un peu les catégories. Donc alors que par exemple à Q1, plus de 50% des femmes étaient âgées de moins de 50 ans, vous voyez qu'à Q13, eh bien, 60% des femmes sont âgées de 70 à 79 ans et 40% des femmes ont plus de 80 ans. Et donc, ce vieillissement des participantes fait qu'on peut aujourd'hui s'intéresser à d'autres pathologies dont la fréquence augmente avec l'âge. Et donc, cette diapositive, vous l'avez déjà vue, montre un petit peu les différentes maladies auxquelles on s'est intéressé, dont certaines donc, sont des maladies très liées à l'âge, comme la DMLA, par exemple, ou la maladie de Parkinson, les infarctus cardiaques, etc. Alors, pourquoi EO3N Génération est une étude de cohorte intéressante pour s'intéresser aux pathologies liées au vieillissement? L'une des principales raisons, c'est que ce sont des maladies qui se développent sur de très nombreuses années. On a déjà parlé de la maladie de Parkinson un petit peu, donc je vais reprendre cet exemple. Juste pour répondre à la question présente sur la maladie d'Alzheimer, en fait, c'est une maladie qui est beaucoup plus difficile à diagnostiquer dans les études de cohorte et on ne peut pas vraiment le faire aujourd'hui dans le 3N parce qu'on n'a pas fait de test neuropsychologique qui serait vraiment le nécessaire pour pouvoir identifier ces pathologies. Donc, on travaille sur la maladie de Parkinson et c'est une maladie dont on sait maintenant en fait qu'elle se développe sur de très nombreuses années. À droite, vous voyez une liste de symptômes qu'on peut voir très longtemps avant le diagnostic de maladie de Parkinson et les plus fréquents sont la constipation, la dépression, l'anxiété et puis des troubles du sommeil très particuliers qu'on appelle les troubles du sommeil paradoxal. Et tous ces symptômes, en fait, peuvent être présent plus de 20 ans avant le diagnostic de maladie de Parkinson. C'est ce que vous voyez sur ces différents schémas. Et donc, on considère actuellement, aujourd'hui, qu'il y a deux formes de maladie de Parkinson. Une qui débute dans le cerveau, dans le bulbe olfactif et dans l'amygdale. Et c'est là qu'apparaissent les premières lésions, enfin, les premiers dépôts de protéines qui sont responsables de cette maladie. Mais une autre forme qui débute dans le système nerveux de l'intestin. Et c'est là où apparaissent les premières lésions. Et puis, les lésions montent le long du nerf vague jusqu'au cerveau. Et donc, c'est ce début au niveau de l'intestin qui entraîne par exemple la constipation, puis ensuite les troubles du sommeil paradoxal, et ensuite les symptômes de la maladie de Parkinson caractéristiques, donc que tout le monde connaît, la lenteur, la raideur, etc. Et donc, cette longue phase prodromale, comme l'a expliqué Titua et Mariem avant moi, pose le problème dans les études épidémiologiques de ce qu'on appelle la causalité inverse, c'est-à-dire du fait que la maladie de Parkinson, le diagnostic est précédé de cette très longue phase au cours de laquelle il peut y avoir ces symptômes, et ben, ces symptômes peuvent entraîner un changement des comportements des personnes pendant la phase prodromale, donc avant le diagnostic. Par exemple, la constipation peut entraîner un changement, par exemple, de l'alimentation. Le fait qu'il y ait des petits troubles moteurs va entraîner peut-être des chutes ou des fractures ou des modifications de l'activité physique. Euh, Pareil, il peut y avoir des changements de poids avant le diagnostic de la maladie de Parkinson, qui est une maladie qui fait maigrir. Et on a vu dans le 3N que les participants perdent du poids dans les 10 ans avant. Et tout ça aussi va entraîner plus de contact avec les médecins déjà avant le diagnostic. Alors, et donc pour s'intéresser à cette maladie, il faut donc des études avec un suivi très très long pour pouvoir étudier
des caractéristiques et des expositions en milieu de vie. Donc, pour travailler sur la maladie de Parkinson dans E3N, on a réussi à obtenir des dossiers médicaux pour un très grand nombre des femmes qui ont déclaré avoir une maladie de Parkinson ou être traitées pour une maladie de Parkinson, et on les remercie. Et donc, ça a permis, grâce à des experts de la maladie de Parkinson, de valider les diagnostics. Et donc, vous voyez à droite, en haut, c'est la courbe d'incidence, donc la fréquence de la maladie de Parkinson en fonction de l'âge dans E3N. Et vous voyez qu'elle est très similaire à celle qu'on observe en Europe, donc à celle qu'on attend. Et donc, on a vu que finalement, ben, le fait que qu'on a obtenu, voilà, qu'on a réussi à obtenir une estimation assez fiable de la fréquence de la maladie de Parkinson dans l'étude. Et puis, en bas à droite, on voit que ces cas sont survenus assez tardivement tout au cours du suivi. Et pour finir, on a identifié donc 1200 cas de maladie de Parkinson dans l'étude. Et ça, c'est un tableau qui résume les autres. La maladie de Parkinson est finalement une maladie quand même assez rare. Et donc, il y a peu d'études de cohorte au monde où il y a une identification des patients ayant une maladie de Parkinson. Et les effectifs qu'on voit là à droite, ce sont les autres études de cohorte chez les femmes. Et vous voyez que 3N a vraiment une taille d'échantillon très intéressante pour pouvoir travailler sur cette maladie qui est plus rare chez les femmes que chez les hommes. Alors, un exemple de travail qu'on a fait concerne l'activité physique, puisqu'on sait que l'activité physique est très positive chez les patients parkinsoniens. Ça fait vraiment partie du traitement qu'on propose aux patients. L'exercice physique, vraiment, il y a eu beaucoup d'essais thérapeutiques qui montrent que cela permet d'améliorer les symptômes et même l'évolution, en fait. On pense qu'il y a un effet neuroprotecteur chez les patients. Et là, on s'intéressait plutôt à savoir est-ce que l'activité physique permettait de prévenir ou de retarder l'apparition du diagnostic. Et donc, il y a eu déjà des études dans le monde qui avaient permis de s'intéresser à ça. Donc, une méta-analyse, c'est un regroupement de ces études, donc de 8 études qui montraient un risque diminué de 20% pour les femmes les plus actives, pour les personnes les plus actives. Et quand on regardait en fonction du sexe, il y avait des résultats dans le même sens chez les hommes, mais pas chez les femmes. Mais là, il y avait en fait finalement très peu d'études chez les femmes. Et donc, il y avait besoin de plus d'études pour pouvoir répondre à cette question chez les femmes. Et puis, dans ces études, il n'y avait pas de mesures répétées de l'activité physique au cours du temps. Et très peu d'études avaient pris en compte cette question de causalité inverse dont je vous ai parlé. Donc, dans E3N, il y a eu plusieurs questionnaires où il y a eu une évaluation de l'activité physique par différentes questions. Donc, les personnes qui répondent aux questionnaires connaissent très bien sur le fait de marcher, de monter des escaliers, de faire du sport, du vélo, de jardiner, du ménage, etc. Et donc, le fait, comme ces questions ont été posées plusieurs fois au cours du suivi, ça ne marche plus. Ah, voilà. On a pu voir en fait ce qu'on appelle des trajectoires, donc voir l'évolution, et c'est la courbe en haut à gauche, donc l'évolution de l'activité physique chez les femmes qui ont développé une maladie de Parkinson et chez les femmes qui ne l'ont pas développée, donc en bleu les personnes qui n'ont pas développé, en rouge les patientes avec une maladie de Parkinson, et on voit que donc bien avant déjà le diagnostic de maladie de Parkinson, les femmes qui ont développé cette maladie avaient moins d'activité physique, mais vous voyez aussi que la différence entre les femmes, entre les patientes et les témoins, eh ben, elle commence à augmenter dans les 10 ans avant le diagnostic, donc un peu en faveur de ce que je vous disais, c'est-à-dire que les personnes qui vont développer la maladie de Parkinson ont déjà quelques difficultés dans les années avant, et donc ce qui fait que ces personnes commencent à déjà diminuer l'activité physique dans les 10 ans avant le diagnostic. Et donc, à cause de ce délai de 10 ans, quand on a voulu étudier donc, le risque de maladie de Parkinson en fonction du niveau d'activité physique, on a pris en compte cette fenêtre de 10 ans, donc en commençant le suivi finalement 10 ans après le début de l'évaluation de l'activité physique. Et on a vu que aussi chez les femmes, donc, le fait de faire beaucoup d'activité physique était associé à un risque diminué de maladie de Parkinson avec une relation dose-effet. Donc, un résultat qui montre que
que donc ces résultats renforcent les preuves en faveur des bienfaits de l'activité physique, donc dont on a déjà parlé aujourd'hui, et fournissent des preuves plus solides sur le fait que l'activité physique pourrait retarder ou peut-être prévenir le risque de maladie de Parkinson chez les femmes. Alors, il y a eu d'autres travaux qui concernent la maladie de Parkinson, donc on en a déjà parlé de quelques-uns, les statines, l'alimentation, et puis maintenant, on va s'intéresser à cette phase prodromale, donc avant le diagnostic, pour essayer de voir si on pourrait identifier, s'il y avait des moyens d'identifier précocement des personnes qui vont développer la maladie de Parkinson pour peut-être leur permettre donc justement d'essayer de réduire le risque. Alors dans la suite, je vais parler d'autres pathologies. Et là, c'est surtout Marie-Christine Boutron qui est présente dans la salle et Guy Fagherazzi, donc qui ont été responsables de ces travaux sur l'hypertension artérielle et le diabète. Donc dans E3N, vous avez aussi répondu à des questions sur l'hypertension. Donc on a identifié les personnes qui ont développé une hypertension artérielle au cours du suivi. C'est quelque chose de beaucoup plus fréquent que la maladie de Parkinson, puisque vous voyez que 10 000 personnes environ ont développé une hypertension artérielle au cours du suivi. Et on a aussi identifié et validé les cas de diabète avec environ plus de 6 000 cas également de diabète au cours de 30 ans de suivi de la cohorte. Et donc, aussi bien pour l'hypertension que pour le diabète, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été réalisés. Dans cette diapositive, j'ai résumé ce qui concerne l'alimentation. Et donc, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de travaux qui se sont intéressés à différents régimes alimentaires et qui montrent que certains régimes alimentaires sont plus favorables que d'autres pour le risque d'hypertension et de diabète. Et enfin, plus récemment, donc on a commencé à travailler sur les pathologies coronariennes, donc responsables de l'infarctus du myocarde ou les accidents vasculaires cérébraux. Pour les maladies coronariennes, donc ce sont des événements qu'on est en train de finir de valider grâce à l'aide de Régine Billman qui est dans notre équipe. Et les accidents vasculaires cérébraux, je pense que c'est un projet qui va être un petit peu à plus long terme une fois qu'il y aura un chaînage au SNDS. Et je remercie donc tous les financeurs qui ont permis de réaliser ces travaux, les personnes de l'équipe qui ont participé à ces travaux et tous nos collègues du CESP. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexis. Alors, on va continuer cette session sur le vieillissement avec les principaux résultats en rhumatologie et en médecine interne. Avec vous, Raphaël Serror, vous êtes rhumatologue à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Et avec vous, Yann Nguyen, bonjour, vous êtes quant à vous interniste à l'hôpital Beaujon. Vous voulez sortir le marchepied comme ça? Ça y est, je suis repérée. Bonjour à tous. Donc, on est ravis d'être là pour vous présenter les résultats qu'on a pu obtenir grâce au questionnaire que vous avez rempli sur les maladies inflammatoires, dont certaines sont liées au vieillissement, mais pas tous. Donc moi, je ferai celles moins liées au vieillissement et Yann fera celles qu'on voit plutôt chez les sujets âgeux. La première maladie qu'on a étudiée, c'est un projet qu'on a commencé il y a une dizaine d'années, c'est la polyarthrite rhumatoïde. Polyarthrite rhumatoïde, c'est quoi? C'est la maladie rhumatismale auto-immune la plus fréquente en France. Elle touche environ 0,5% de la population, un peu plus chez les femmes. Elle est plutôt proche de 0,8 à 1%. Une prédominance féminine, donc 75% des femmes. Et c'est une maladie qui, à long terme, peut avoir un handicap fonctionnel par la destruction des articulations et des déformations articulaires. Il y a dans cette maladie une phase préclinique et comme dans beaucoup de maladies auto-immunes, une interaction entre des facteurs d'environnement, c'est un peu pour ça qu'on est là, des facteurs génétiques, donc les gènes que vous avez qui sont propres à chaque individu, et certains éléments de l'environnement vont interagir avec certains gènes qui favorisent cette interaction pour concourir à l'auto-immunité. Et plein de facteurs ont été identifiés au sein de la polyarthrite rhumatoïde. C'est probablement la maladie auto-immune d'organes qui a été la plus étudiée. Et donc ces facteurs conduisent à la production des auto-anticorps. Dans cette maladie, il y a une phase préclinique, donc infraclinique, où le gène rencontre l'environnement. Et le facteur de risque le plus connu, c'est le tabac, on reviendra un peu dessus.
Cette interaction gène-environnement va conduire à l'arrivée de l'auto-immunité. L'auto-immunité, ça se mesure comment? Ça se mesure sur les prises de sang. Vous pouvez avoir des anticorps de la maladie et ces anticorps peuvent survenir jusqu'à 15 ans avant le début de la maladie. On peut les retrouver dans votre sang alors qu'il n'y a aucun symptôme. C'est pas parce que vous les avez que vous aurez la maladie, mais quand on prend des gens qui ont la maladie et qu'on regarde leur sang quelques années avant, on peut retrouver ces anticorps. Puis après, il y a la phase où les symptômes apparaissent, qu'on appelle la phase clinique. Donc le principal facteur que l'on connaît, c'est le tabac. C'est reproduit dans de nombreuses études de cohortes et d'autres designs. Et plus on fume, plus on a de risques d'avoir la polyarthrite rhumatoïde. Et ça interagit avec la génétique, c'est-à-dire qu'il y a un marqueur génétique des gènes disco-compatibilité qu'on appelle l'épitope partagé. Et donc, vous savez, pour chaque gène, on a éventuellement deux gènes, deux versions du gène ou une seule version sur les deux chromosomes. Là, quand on a deux gènes, on augmente encore plus le risque. Donc, vous voyez sur ce schéma, quand on est le plus à droite et le plus en arrière, c'est qu'on fume beaucoup et qu'on a les deux facteurs génétiques. Et là, notre risque par rapport à quelqu'un qui ne fume pas et qui n'a pas la génétique est de 74 fois plus élevé. D'autres facteurs ont été identifiés dans les expositions professionnelles, la silice par exemple, et on va voir qu'on a pu étudier un certain nombre de facteurs dans la cohorte E3. J'ai mal à passer les diapositives. La première étape, comme pour les autres maladies qu'on a vues au cours de cette journée, ça a été d'identifier les cas dans la cohorte. Et à partir du questionnaire Q9, on vous demandait si vous aviez une maladie rhumatismale et il y avait un fourre-tout, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite, rhumatisme psoriasique ou autre. Et donc les patients qui avaient répondu oui à une de ces questions ont été recontactés il y a environ une dizaine d'années par un questionnaire spécifique où on posait des questions un peu plus précises pour pouvoir établir le diagnostic. Ce questionnaire avait été réalisé en association avec les associations de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Ça nous a permis d'identifier 1000 cas, dont 694 pour être exact, sont survenus au cours du suivi, donc ces fameux cas incidents pour lesquels on a les facteurs d'exposition avant la survenue de la maladie. Grâce à ces données, on a confirmé le rôle du tabagisme actif, mais on a pour la première fois identifié le rôle du tabagisme passif, avec une augmentation du risque de développer une polyarthrite rhumatoïde si vous aviez été exposé au tabagisme passif durant l'enfance de 26%, un peu moins à l'âge adulte, mais il y avait un biais puisque les patients qui étaient exposés au tabagisme passif à l'âge adulte étaient aussi beaucoup plus souvent eux-mêmes tabagiques, et un effet probablement cumulatif, comme on en a discuté sur les expositions ce matin, du tabagisme passif et du tabagisme actif. Et également, dans cette hypothèse on va induire l'auto-immunité de nombreuses années avant, quand on avait été exposé au tabagisme passif durant l'enfance, l'âge de début de la polyarthrite était plus précoce, et donc cette phase de latence clinique débutait bien plus tôt. On a étudié l'alimentation, et ça, c'était les travaux de la thèse de Yann Nguyen, qui était avec moi, sur le régime méditerranéen. Donc, je ne vous refais pas, on en a discuté à de nombreuses occasions aujourd'hui. Donc, on avait évalué l'adhésion au score méditerranéen. Plus on mangeait, on va dire, sain, plus on avait un score élevé. Et je souffre d'un problème avec la zapette. Et on a mis ça en parallèle avec le tabac, puisqu'on a vu que c'était un des principaux facteurs de risque. Et donc, on a pris ici sur ce schéma, par exemple, comme référence la population qui n'était pas exposée au tabac, donc non fumeur, et qui avait un score méditerranéen très élevé, donc qui mangeait le plus sainement possible, qui est tout en bas et qui est donc sur le 1. Et plus on s'écarte de cette, on va dire, hygiène de vie saine, plus on augmente le risque de polyarthrite rhumatoïde, et en particulier chez les patients qui étaient exposés au tabac, donc fumeurs, et qui étaient peu adhérents au régime méditerranéen, donc qui avaient une alimentation la moins équilibrée. C'est là qu'on identifiait un surrisque de près de 44%. On a pu étudier le rôle des boissons. Alors, on ne retrouve pas la même chose qu'avec les produits laitiers ce matin. On n'avait pas de rôle des produits laitiers, mais on retrouvait un surrisque de polyarthrite rhumatoïde en cas de consommation de café relativement élevé, et également en cas de consommation de produits ultra transformés que sont les sodas light.
Karine, qui était là ce matin, mais qui a dû partir, a étudié le rôle des hormones, comme le THM par exemple. Et on a retrouvé un surrisque en cas de ménopause précoce, qui était aussi retrouvé dans la littérature dans d'autres études. Un surrisque également en cas de première grossesse précoce. Et par contre, l'utilisation de progestatifs en périménopause, qui est une spécificité française, était associée à une diminution du risque de survenue de polyarthrite rhumatoïde. Je laisse maintenant la parole à Yann pour vous parler de l'artérite à cellules géantes, qui est une autre maladie inflammatoire. Alors, merci Raphaël, bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je vais vous parler de l'artérite à cellules géantes, donc, qui a été un deuxième projet qu'on a fait un peu par la suite, et de la pseudopolyarthrite rhizomyelique. Donc, qu'est-ce que c'est l'artérite à cellules géantes? C'est une maladie qu'on appelait avant la maladie de Horton. C'est également une maladie inflammatoire, une maladie qui est encore plus rare que la polyarthrite rhumatoïde et qui touche plus les femmes que les hommes, et souvent aux alentours de 70-80 ans. Donc la cohorte 3N était très adaptée pour étudier cette pathologie. Quels sont les symptômes de cette pathologie? Ce sont des maux de tête. Alors toutes les personnes qui ont mal à la tête n'ont pas de maladie d'Horton, rassurez-vous, mais aussi d'autres choses, des douleurs du cuir chevelu, de la fièvre, une perte de poids, des douleurs aussi également de la mâchoire, à la mastication. Et également, on voit qu'il y a pas mal d'inflammation dans le sang, et puis ça peut être associé à des signes articulaires que je vais vous présenter par la suite. Et un traitement qui marche très bien, ce sont les corticoïdes dont on parlait tout à l'heure. Donc, elle est souvent associée à ce qu'on appelle la pseudopolyarthrite rhizomyélique, qui peut survenir soit seule, soit en association avec l'artérite à cellules géantes, qui est également une maladie rhumatismale inflammatoire, qui est également, pareil, qui touche plus les femmes de 70 ans ou plus, et qui touche notamment les épaules et le bassin. Et ça présente des mécanismes physiopathologiques communs dans ces maladies. C'est pour ça qu'elles sont associées. C'est un intérêt de les étudier à la fois ensemble, mais également séparément pour voir s'il n'y a pas des différences entre les deux pathologies. Et donc là, on en est un petit peu au début. On a commencé aussi à réfléchir sur cette pathologie qui, comme pour la polyarthrite rhumatoïde, la physiopathologie n'est pas très bien comprise, mais fait intervenir à la fois de la génétique, de l'environnement qui va engendrer une inflammation. Et donc, la première étape, comme pour la polyarthrite rhumatoïde et comme pour toutes les autres maladies, c'était d'identifier les cas. Et de même, on a fait la même procédure. On a essayé déjà d'identifier les cas autorapportés de pseudopolyarthrite rhizomyélique et d'artérite à cellules géantes. Et on a designé, grâce à 2 associations de patients et de patientes, un questionnaire spécifique qui nous a permis un petit peu de valider les cas. Comme le traitement de ces 2 pathologies, c'est également les corticoïdes, qui est vraiment la pierre angulaire de ce traitement. On a utilisé les données de la MGEN de remboursement pour pouvoir un petit peu sensibiliser notre algorithme de validation. Et au total, on a trouvé environ 600 cas d'artérite à cellules géantes et ou de pseudopolyarthrite rhizomyélique qu'on a pu ensuite phénotyper et puis un petit peu différencier par la suite. Et donc là, les travaux commencent, donc il y a pas mal de littérature pour savoir est-ce que ces pathologies peuvent être déclenchées par des infections, qu'elles soient des infections virales ou alors des infections bactériennes. Notre étudiant en master, Lucas Paccouro, avait fait une méta-analyse dessus et on trouvait une augmentation du risque avec le nombre d'infections bactériennes. Et il a répliqué ça dans la cohorte 3N. Donc ce qu'on avait fait, c'était qu'on avait pris les cas de maladie de Horton et de pseudopolyarthrite rhizomyélique et on les avait appariés avec des témoins qui n'en avaient pas, qui avaient le même âge. Et on avait regardé la consommation d'antibiotiques grâce aux données de la MGEN dans les 6 mois, dans les 12 mois, dans les 18 mois, dans les 24 mois. Et ce qu'on voit, c'est que dans l'année qui précède le début des symptômes, qui précède le début des diagnostics, et même qui précède le début du traitement, on obtient un surrisque conséquent d'avoir une antibiothérapie. Alors, est-ce que c'est l'antibiotique ou plutôt l'infection qui peut peut-être déclencher la maladie ou est-ce qu'il y a des facteurs déclenchants? Ça, c'est des hypothèses qu'on continue à creuser. Parallèlement, il y a toute une littérature sur le rôle des facteurs de risque cardiovasculaires comme facteur de risque ou comme facteur protecteur du diabète et notre étudiant en thèse actuellement, François Bard, avait travaillé dessus et donc sur des données préliminaires, il avait retrouvé que si jamais les femmes avaient déjà un diabète à la fois au début de l'inclusion dans la cohorte 3N ou au cours du suivi, eh ben, elles développaient moins de risques d'avoir une artérite à cellules géantes, donnée qui est aussi cohérente avec les données de la littérature dans une méta-analyse qu'il a faite également. Alors, est-ce que c'est un rôle protecteur du diabète en tant que tel, ou est-ce que c'est un rôle des médicaments, notamment de la metformine, avec des propriétés anti-inflammatoires? Ça, c'est une hypothèse aussi qu'on va aussi creuser dans d'autres cohortes, notamment dans les SNDS.
Donc voilà, donc là, on en est un peu au début, de, ces, recherches et puis on espère vous présenter dans le futur d'autres, facteurs de risque ou facteurs de protection par rapport à ces 2 pathologies. Et donc, on a pas mal de perspectives à la fois sur la polyarthrite rhumatoïde et sur l'artérite acélugiante et la pseudopolyarthrite rhizomélique. On est en train d'étudier aussi l'exposition dans l'enfance, les perturbateurs endocriniens, on en a parlé tout à l'heure, à la fois alimentaires et atmosphériques grâce, aux différentes collaborations, aux polluants atmosphériques aussi également et certains types de régimes alimentaires, pour toutes ces pathologies. On a également, monté avec d'autres équipes de la cohorte EPIC dont on a beaucoup parlé. Alors on a contacté un petit peu les équipes qui avaient déjà aussi validé ces cas de polyarthrite rhumatoïde et d'artérite géante et puis on a développé un groupe de recherche autour de ces pathologies au sein, d'EPIC. Donc on est un petit peu encore un peu bloqué par des, problèmes administratifs, mais on espère vous présenter les résultats bientôt, hein, parce que ça nous permet d'avoir beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de cas notamment de polyarthrite rhumatoïde, qui est une pathologie assez rare, et également d'artérite acélugiante. Voilà, donc je tiens à remercier les femmes de la cohorte 3N qui ont répondu avec beaucoup de fidélité à ces questionnaires, toute l'équipe Exposé Méridité qui m'avait accueilli pendant mon master et pendant ma thèse, nos étudiants et nos étudiantes, et également surtout Marie-Christine Boutron-Ruot, sans qui tout n'aurait pas commencé il y a presque 10 ans maintenant, et toute l'équipe de les 3N, les data, les statisticiens et les statisticiennes, et toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci. On va à présent poursuivre avec vous, Antoine Meyer, vous êtes hépato-gastro-entérologue au sein de l'AP-HP Kremlin-Bicêtre. Vous allez nous parler des facteurs environnementaux et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin dans la cohorte EPIC. Aurélien Amiot de VET avec nous aussi, je ne sais pas s'il va nous rejoindre. Voilà, donc vous allez parler en son nom. Merci, merci beaucoup à vous. Je vous laisse de la place. Merci beaucoup de m'inviter, de me permettre de présenter nos travaux qui concernent donc effectivement l'alimentation et les risques de maladies inflammatoires de l'intestin dans la cohorte EPIC. Hop là. Donc les maladies inflammatoires de l'intestin, ça comprend en fait 2 maladies, la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn, qui sont 2 maladies qui sont proches, mais qui ont des différences. La rectocolite hémorragique, c'est une maladie du côlon, du gros intestin. Alors que la maladie de Crohn, elle peut toucher la totalité du tube digestif. On a pour habitude de dire de la bouche à l'anus, même si ça touche surtout le gros intestin et la fin du petit intestin qu'on appelle l'iléon terminal. Ce n'est pas une maladie rare, il y a 300 000 patients qui sont atteints de ces maladies-là en France. Ça fait à peu près une personne sur 200 en France. Ça touche des gens qui sont avant tout jeunes. Ça a été diagnostiqué le plus souvent entre 20 et 40 ans, mais ça peut être diagnostiqué à tout âge et ça touche autant les hommes que les femmes. On a plein de médicaments qui permettent de contrôler ces maladies-là, mais aucune qui permette de les guérir. Voilà des photos, j'espère qu'elles passent correctement. Alors, vous avez à gauche des photos d'un intestin qui est normal et à droite, des photos d'un intestin qui est malade. En haut, c'est le côlon, ce qu'on appelle le gros intestin. En bas, c'est l'intestin grêle, le petit intestin. À gauche, en haut à gauche, vous voyez donc le gros intestin, quand il est normal, on voit des vaisseaux dans sa paroi, il a une couleur bien beige, alors qu'en haut à droite, vous voyez, c'est tout rouge, ça saigne et on se retrouve avec du sang dans les selles. Ça fait mal parce que la maladie, donc, elle creuse l'intestin. Et puis on a la diarrhée puisque l'intestin, il ne fait pas son travail d'absorber les aliments et donc on se retrouve avec la diarrhée et une perte de poids. En bas, c'est le petit intestin. En bas à gauche, vous voyez, c'est ce qu'on appelle les villosités intestinales, les petits poils qu'on voit, qui ont pour but d'augmenter la surface de l'intestin et augmenter l'absorption intestinale, parce que plus il y a de surface, plus on peut absorber facilement. À droite, ces villosités intestinales sont complètement décapées et ce qui est en blanc, c'est de l'intestin qui est creusé, qui ne fait plus le travail. Donc, ça, c'est des signes typiques de maladie de Crohn. Alors, hop là. Il y a plein d'associations qui ont été retrouvées avec les maladies inflammatoires de l'intestin comme possible cause de ces maladies-là. Vous voyez, il y en a plein qui sont cités ici. Il y a toutes sortes de gènes de susceptibilité, 163 qui ont été décrits, même si aucun de ces gènes ne permet à lui seul d'expliquer la maladie, puisque le plus fort d'entre eux multiplie seulement par 2 le risque d'avoir cette maladie-là, et pas plus. D'autres choses ont été décrites, le tabac, qui aggrave plutôt la maladie de Crohn et protège de la rectocolite hémorragique, l'appendicite, l'appendicectomie plutôt pour appendicite, pour la rectocolite hémorragique, le soleil et la nutrition dont on va parler aujourd'hui. Hop,
Ça va passer. Voilà. Les nutriments et le risque de maladie de Crohn ont été étudiés dans plusieurs cohortes prospectives. Vous voyez à gauche, dans le tableau qui est en haut, les risques de maladie de Crohn qui ont été montrés, un faible apport en fibres, un faible apport en zinc, alors que pour la RCH, c'est plutôt les acides gras, selon la longueur des chaînes, qui plutôt augmentent ou réduit le risque, et l'apport élevé en viande. Mais le plus souvent, on ne consomme pas des nutriments pris isolément. Quand on va au supermarché, on n'achète pas des fibres ou du zinc directement, mais on a plutôt des habitudes alimentaires, des patterns alimentaires. Et de ce côté-là, donc c'est d'autres études qui ont été réalisées et qui ont plutôt montré que la maladie de Crohn était associée à un régime non méditerranéen, à l'alimentation ultra transformée, et la RCH à un régime riche en sucre et en soda. Notre objectif était d'étudier l'association entre l'alimentation et le risque de développer une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique dans la cohorte EPIC, ou plutôt dans la sous-partie de EPIC, dans laquelle les cas incidents de maladies inflammatoires de l'intestin ont été identifiés. Hop. Alors, il faut appuyer fort. Ça, c'est les questionnaires alimentaires. On va passer, je pense que ça a largement été décrit. L'exposition, c'était donc l'alimentation, qui le plus souvent a été étudiée en quartile. On va revenir sur les différents régimes qu'on a étudiés après. Les critères de jugement, donc c'était l'apparition durant le suivi d'un cas de maladie de Crohn ou de rectocolite hémorragique, identifié donc par vos questionnaires de suivi ou les questionnaires de suivi des autres pays européens, qui ont ensuite été validés par les dossiers médicaux. Ceux qui ont coché les cases maladie de Crohn ou RCH ont été rappelés. On a vérifié les dossiers et tout ça pour confirmer que le diagnostic était certain. On a réalisé ensuite des analyses, peut-être pas rentrer là-dedans, qui ont permis donc de prendre en compte le fait que prendre en compte le sexe, le centre dans lequel les participants ont été inclus, le tabac, le niveau d'éducation, l'activité physique, la consommation d'alcool et l'apport énergétique total. Voilà notre diagramme de flux, autrement dit la population parmi laquelle on a inclus les malades. Donc en haut, vous avez à peu près les 500 000 participants d'EPIC. On a enlevé la Norvège ou les centres qui ne participaient pas et qui n'ont pas recueilli les cas de MICI. Et il nous restait, après ça, environ 350 000 participants. Voilà. Hop. La première étude qu'on a réalisée, ça concernait les aliments ultra transformés. Je pense que ça a déjà en partie été abordé. Vous voyez, l'alimentation ultra transformée, elle est classifiée par la classification NOVA, qui va de 1 à 4. Ce qui est bien, c'est en vert à gauche, c'est l'Innova 1. C'est ce qu'on appelle des aliments non ou faiblement transformés. C'est un fruit pris isolément, une viande non transformée, des œufs, du lait. En jaune, c'est la Nova 2, donc c'est les culinary ingredients, c'est les ingrédients, sel, poivre, beurre, huile d'olive. En orange, c'est le Nova 3, c'est les aliments dits transformés, donc pas ultra transformés, mais simplement transformés. C'est l'addition d'un produit 1 et d'un produit 2. Par exemple, des sardines qui sont conservées avec du vinaigre ou des fruits qui sont conservés avec un sirop sucré. C'est l'addition de produits non transformés et d'ingrédients culinaires. Et enfin, à droite, vous avez les aliments ultra transformés qui ont subi de multiples étapes de transformation, d'addition multiples des catégories précédentes et d'addition d'additifs. Cette consommation d'alimentation ultra transformée a été associée à l'obésité, l'hypertension, le diabète, les maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires ainsi qu'au cancer. Alors, si on regarde... Pardon. Voilà. Si on regarde le risque de maladie de Crohn en fonction de la consommation d'aliments ultra transformés, donc Nova 4. Ici, vous avez sur ce tableau, en colonne, les différents quartiles, autrement dit, le quart qui est à gauche, c'est ceux qui consomment le moins d'aliments ultra transformés. Le quart à droite, c'est ceux qui consomment le plus d'aliments ultra transformés. Et vous avez, on va regarder surtout l'encadré qui est en rouge, le scénario dit moyen, qui représente le surrisque ici de maladie de Crohn. Vous voyez qu'on prend comme référence la colonne de gauche, ceux qui consomment le moins d'aliments ultra transformés, et que donc le surrisque, qu'on appelle le hazard ratio ici, de développer une maladie de Crohn, était de 1,23 dans le deuxième quartile, 1,31 dans le troisième et 1,48 dans le quatrième,
Les analyses montraient que ce n'était pas significatif, mais on observait une légère tendance d'une augmentation de risque de maladie de Crohn avec une alimentation ultra transformée. Alors, concernant la rectocolite hémorragique, il n'y avait pas d'association. Sur cette figure, vous voyez les mêmes 4 colonnes de consommation d'aliments ultra transformés. À gauche, ceux qui en consomment le moins, à droite, ceux qui en consomment le plus. Et puis, donc dans ce scénario moyen, vous voyez que dans le quartile 2, il y avait 1,0, autrement dit, on multipliait par 1 le risque de développer cette maladie, il n'y avait pas d'augmentation de risque, par 0,77 dans le quartile 3 et 0,93 dans le quartile 4. Et ce que vous voyez entre parenthèses, c'est ce qu'on appelle l'intervalle de confiance. Le fait qu'ils comprennent le 1 montre que c'était des associations qui n'étaient pas significatives. Alors, hop. Nos analyses suivantes ont concerné le Nutri-Score. Le Nutri-Score, c'est quelque chose que la plupart d'entre vous probablement connaissent, qui apparaît dans nos supermarchés, qui va de A à E. Mais sachez qu'avant que ce soit un score qui s'appelle ABCDE, eh bien en réalité, c'est un chiffre qui est calculé. Et ensuite, en fonction des limites qu'on pose au niveau de ce chiffre, eh bien ensuite, ce chiffre tombe dans la catégorie A, B, C, D ou E. Comment est calculé le Nutri-Score? Eh bien, on prend 100 grammes de l'aliment en question, et puis on regarde la quantité d'énergie, de kilocalories qui sont dedans, la quantité de graisse saturée, de sucre et de sodium. Ça, c'est ce qu'on appelle les mauvais points. Et plus il y en a, plus ça fait de points, et plus on additionne ces mauvais points, donc plus ça fait un mauvais Nutri-Score. Et ça, c'est balancé avec la partie droite qui est sur ce tableau, ce qu'on appelle les bons points, les points C, et on soustrait plutôt donc ces bons points aux mauvais points. Et les bons points, ils sont obtenus quand, dans ces 100 grammes, il y a une forte proportion de fruits et de légumes, de fibres alimentaires et de protéines. Donc le fait d'avoir un mauvais Nutri-Score, bien, c'est quand on consomme des aliments qui sont riches en calories, en graisses saturées, en sucre, en sodium. Sodium, c'est le sel. Et pauvres en fruits, légumes, fibres et protéines alimentaires. Voilà, et puis ensuite, donc, en fonction de la catégorie dans laquelle on se trouve, si par exemple on est en dessous de 1, bah, ça va faire un Nutri-Score A, et si on est au-dessus de 19, ça va faire un Nutri-Score E. Voilà. Ça, vous connaissez ça bien. Voilà, donc ici, sur cette figure, vous avez en abscisse le score, c'est le Nutri-Score. Ça, c'est la version avec les chiffres qui s'appelle le FSA-NPS DI-Score. Et en ordonnée, en vertical, vous avez le surrisque à gauche de développer une maladie de Crohn et à droite celui de la rectocolite hémorragique. Vous voyez ici qu'une augmentation de consommation de mauvais Nutri-Score était associée à un surrisque de maladie de Crohn, et ce n'était pas le cas pour la rectocolite hémorragique. Si on regarde les chiffres, vous avez le même tableau qui vous a été présenté tout à l'heure, avec cette fois-ci en colonne, non pas les aliments ultra transformés comme tout à l'heure, mais le Nutri-Score. Plus on est à droite, plus on consomme du mauvais Nutri-Score. Ici, vous voyez que dans la cohorte épique, il y avait, hop là, dans le quartile 1, 29 qui ont développé une maladie inflammatoire de l'intestin, une maladie de Crohn ici, 44 dans le quartile 2, et ainsi de suite. Et quand on regarde cette ligne-là, qui est le modèle le plus ajusté, le modèle final, l'aboutissement de nos analyses, eh bien, il y avait un risque qui était 1,5 fois plus grand dans le quartile 2 de développer une maladie de Crohn, 1,7 pour le quartile 3 et environ 2,2 pour le quartile 4. Cette fois-ci, c'est des analyses qui étaient dites statistiquement significatives, autrement dit qu'elles n'étaient pas dues au hasard, et qui montraient que la consommation de mauvais Nutri-Score était réellement ici associée à un surrisque de maladie de Crohn. Ce n'était pas le cas pour ce tableau qui concerne cette fois-ci la rectocolite hémorragique. Ici, vous voyez que les chiffres que l'on a vus tout à l'heure, qui étaient entre 1 et qui finissaient à 2 pour la dernière colonne à droite, ici, si on regarde la même ligne qui est ici, on a 0,78, 0,91, 0,91, avec à chaque fois un intervalle de confiance qui comprend le 1, autrement dit, pas d'association entre la consommation de Nutri-Score et le risque de développer une rectocolite hémorragique. Donc on observe un peu la même tendance qu'on a observée pour les aliments ultra transformés. Les aliments ultra transformés, c'était surtout mauvais pour la maladie de Crohn, mais pas pour la RCH. Autrement dit, c'est deux maladies proches, mais enfin, elles ont quand même des distinctions, et puis les facteurs de risque alimentaire ne sont pas tout à fait les mêmes. Et cette différence est encore plus flagrante pour le Nutri-Score. Enfin, je vais terminer par la consommation de fruits et légumes qu'on a étudié
récemment. Et en fait, c'est parti du postulat que les différents régimes qui ont été étudiés et qui ont montré un surrisque de maladie de Crohn, eh bien, le point commun de tous ces régimes, c'était souvent la consommation de fruits et légumes. Et donc, on s'est dit, si finalement ces différents régimes montrent un surrisque de maladie de Crohn et que leur point commun, c'est les fruits et légumes, peut-être qu'il faut regarder à l'intérieur du détail des fruits et légumes pour essayer de comprendre lesquels ou lequel sont responsables de cette augmentation de risque. Et c'est ce qu'on a fait dans ce travail-là. Dans ce travail-là, vous voyez donc, vous avez toujours nos quartiles, nos colonnes ici. Cette fois-ci, c'est des colonnes de fruits et légumes. À gauche, on n'en consomme pas beaucoup. À droite, on en consomme beaucoup. Et puis, vous avez en ligne les différents fruits et légumes. Désolé, je n'ai pas traduit cette diapositive. Vous voyez qu'en consommation en global, plus on consomme de fruits et légumes, plus le chiffre ici est en dessous de 1, donc plus on est protégé de développer une maladie de Crohn, puisqu'ici, c'est la diapositive qui concerne la maladie de Crohn, avec 0,44, donc en dessous de 0,5, c'est-à-dire que le risque est encore plus que diminué par 2. Et vous voyez, on a mis en grisé en dessous les 4 aliments qu'on a retrouvés comme étant ceux qui avaient des chiffres qui étaient le plus proche de ce globo des fruits et légumes, que sont les pommes, les poires, les bananes, les champignons et les oignons. Et finalement, quand on regarde ces 4 aliments-là et que on les additionne, et qu'au lieu de regarder la consommation totale de fruits et légumes, mais qu'on ne regarde que la consommation de pommes, de poires, de bananes, de champignons et d'oignons, et qu'on regarde ces mêmes analyses, eh bien, on retrouve en réalité des résultats qui sont assez proches. Ces 4 aliments réussissent à résumer probablement le surrisque qu'on retrouve d'association à une maladie de Crohn, mais toujours pas de rectocolite hémorragique, dans la cohorte épique. Alors, on peut faire 2 interprétations de ça. Le fait que ces 4 aliments retrouvent un surrisque de maladie de Crohn, soit le fait de manger ces pommes, bananes, champignons et oignons. En fait, si on mange de ces 4 aliments, ça traduit qu'on a une alimentation variée et que probablement qu'on mange aussi beaucoup d'autres fruits et légumes et que, en fait, ça résume notre alimentation. C'est une première possibilité. Une deuxième interprétation possible, c'est que ces 4 aliments ont comme point commun quelque chose qui serait ce point commun qui expliquerait cette augmentation de risque de maladie de Crohn. Par exemple, le fait qu'ils soient riches en fibres solubles, en probiotiques, en prébiotiques, en particulier l'inuline et la pectine. Donc ça, c'était 2 hypothèses à ce stade. Voilà, alors ça, c'est le même tableau, je vais passer rapidement dessus, qui montre qu'en réalité, tous les chiffres sont très proches de 1. Aucun de ces fruits et légumes n'est associé au risque de rectocolite hémorragique. Donc cette même différence qu'on a vue dans les études précédentes. Voilà, en conclusion de cette cohorte prospective à laquelle vous avez participé. Dans la cohorte épique, le risque de rectocolite hémorragique est associé à une consommation riche en sucre et en soda et en viande rouge. Ça, c'est des résultats précédents que je ne vous ai pas présentés ici. Et le risque de maladie de Crohn est associé à une tendance pour les alimentations ultra-transformées, de mauvais Nutri-Score, de peu de fruits et légumes et d'un régime pro-inflammatoire que j'ai peu le temps de développer ici. Ces conseils pourraient être prodigués au conditionnel aux patients qui ont un risque élevé de développer une maladie de Crohn. Par exemple, les enfants des gens qui ont déjà une maladie inflammatoire de l'intestin, puisque quand on a soi-même une maladie inflammatoire de l'intestin, ces enfants, sa descendance, ont un risque qui est environ multiplié par 5. De ce fait-là, chez ceux qui ont un risque augmenté, comme les enfants de ceux qui ont une maladie, et qui nous demandent très souvent en consultation « Qu'est-ce que je peux faire pour que mes enfants développent cette maladie-là » c'est une piste de réponse, ça n'en est pas une preuve à ce stade, évidemment. Consommer des bons Nutri-Score et pas beaucoup d'alimentation ultra transformée. C'est un premier conseil qui peut être donné. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Vos interventions respectives étaient très, très riches. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants? On va, comme tout à l'heure, circuler avec des micros. N'hésitez pas à vous manifester en levant la main. Peut-être en attendant que vous vous manifestiez, je crois qu'on avait... Ah, pardon, vous avez une question. Il y a une question. Il y a une question en ligne pour Alexis sur la maladie d'Alzheimer. Comment informer lorsqu'une personne qui participe donc à la cohorte 3N est atteinte de démence et qui n'est plus en état de répondre au questionnaire? Par contre, son enfant, lui, est participant de la cohorte et pourrait donc
donner un peu les réponses, informer et répondre à la place du parent? Alors, en effet, c'est une très bonne question parce qu'on se l'est posé avec le vieillissement des femmes. C'est vrai que ce sont des maladies qui deviennent de plus en plus fréquentes. Et que, donc, en effet, plutôt que de ne pas remplir les questionnaires, c'est vrai que c'est utile pour nous d'avoir l'information de pourquoi quelqu'un ne va plus pouvoir remplir les questionnaires. Donc, c'est très utile d'avoir ces renseignements. Et je pense qu'on vous pouvez nous écrire, nous envoyer un mail. Voilà, et on sera très content ça sera très utile en fait pour nous de savoir pourquoi quelqu'un arrête de répondre au questionnaire parce que ça apporte en soi une information. Ça, c'était donc, Élodie, une question d'un internaute qui nous suit en visio. Est-ce qu'on a d'autres questions Et peut-être juste Oui. pour compléter, en fait, de manière générale, que ce soit pour cette pathologie ou pour une autre, en fait, pour nous, avoir les motifs d'arrêt de participation parce que des personnes commencent à être voilà, ça commence à être plus difficile à partir d'un certain âge de passer beaucoup de temps à remplir des questionnaires, etc. En fait, on est très reconnaissant aux personnes qui prennent le temps de nous renseigner et de nous dire pourquoi ils ne peuvent plus participer, parce que déjà, c'est en soi, plutôt que, voilà, que les gens... C'est déjà un élément d'information, voilà, savoir c'est déjà pourquoi un élément pourquoi ils ne d'information répondent qui pas. est en fait très utile. À bon entendeur. Est-ce qu'il y a, donc je crois qu'apparemment, il n'y a plus de questions de la part des gens qui nous suivent à distance. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions? Oui, monsieur, on va venir vers vous avec un micro. On a vu tout à l'heure que les gens vieillissaient beaucoup au fil des années. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nouveaux candidats dans le groupe. Le groupe vieillit et il n'y a pas de nouveaux qui arrivent. Euh, Ils ont vieilli de 30 ans en 30 ans, en gros. Je simplifie, mais c'est à peu près ça, hein. Oui, tout à fait. Donc, les participants à l'étude E3N originale ont vieilli. Malheureusement, c'est ce qui nous attend tous. C'est une cohorte fermée, donc il n'y a pas de nouveaux inclus. En revanche, les conjoints, enfin les pères des enfants et les enfants ont été invités à participer. Et donc, le fait d'inclure les enfants, notamment, permet aussi de s'intéresser un peu aussi à l'impact du changement du mode de vie au cours des générations, en fait. Mais la cohorte originale des femmes, non, est fermée. Donc, voilà, il n'y a pas de nouveaux inclus parmi les femmes. Merci. Par ailleurs, concernant Alzheimer, j'aimerais bien avoir l'adresse mail où je vais vous faire un petit message. D'accord, merci monsieur. Y a-t-il d'autres questions? Oui, alors, il y a juste une question de la dame et après, c'est Bonjour, Eric. je voudrais savoir si vous avez étudié les motivations des participants à ces études. Si on veut une nouvelle génération qui s'intéresse, il faudrait savoir ce qui les motive ou ce qui pourrait les motiver dans une étude comme ça, avoir des retours ou participer à, je ne sais pas, mais on dit les jeunes n'ont pas le temps, en fait, c'est pas ça. Enfin, il faudrait savoir quelle est la motivation des anciens, de la deuxième génération et quelle pourrait être la motivation de la troisième. Oui, on en a un petit peu parlé ce matin et je trouve qu'aujourd'hui, en fait, ça serait presque l'occasion de demander aux personnes qui sont là et qui participent à l'étude de nous dire quelle est leur motivation, en fait, et qu'est-ce qu'ils en tirent, voilà, qu'est-ce que cela a apporté aux femmes de Troisième voilà, qui participent depuis très longtemps. Qu'est-ce que ça a pu leur apporter? Quel est le bénéfice? Et peut-être, ça serait intéressant aussi pour des enfants G2 qui participent, s'il y en a de présents, qui nous disent, eux, euh, voilà, quelles sont leurs motivations pour motiver aussi d'autres enfants G2. Mais peut-être Camille, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est prévu un peu aujourd'hui. J'en profite pour faire effectivement, j'étais sur autre chose en même temps, pardon. Mais donc, c'est effectivement un défi pour nous d'intéresser les populations suivantes et de recueillir vos témoignages. Et donc, je vous invite, donc je suis Camille Laplanche, si vous avez envie de prendre le temps d'en discuter avec moi, de me faire un mail et je pourrais faire un entretien téléphonique pour recueillir vos idées. Merci beaucoup, Camille. Antoine, je crois que vous aviez une question. J'ai été très intéressé, je ne savais pas du tout que le diabète...
Alors, je ne savais pas du tout que le diabète était associé à une diminution de risque de développer une polyarthrite rhumatoïde. Comment vous comptez vous y prendre pour avancer sur cette question-là, sur la question euh, d'éventuellement du lien avec cette maladie auto-immune? Est-ce qu'il y a une différence entre le diabète de type 1 et le type 2? Comment étudier les différents médicaments? On a retrouvé, c'était plutôt sur l'artérite à cellules géantes. Et il y a beaucoup plus de diabète de type 2 que de type 1. Il y avait peu de cas de diabète, donc on les a analysés tous ensemble. On se pose aussi la question de savoir, qu'on a discuté tout à l'heure sur les données de pharmacoépidémiologie, est-ce que c'est le diabète ou est-ce que c'est le traitement du diabète, la metformine? Pour les statines, est-ce que c'est les statines ou est-ce que c'est la dyslipidémie? Et donc, on va essayer d'avoir un échantillon plus grand d'individus en passant par les données de l'assurance maladie et en croisant ces données donc, de diabète et d'artérite à cellules géantes et en évaluant le risque en fonction des différents traitements du diabète reçus. Peut-être juste un commentaire sur la motivation générationnelle. Il y a une question dans la salle. Non, je crois la dame veut poser une question. Non, dans les maladies qu'on vous a présentées, en particulier les maladies auto-immunes ou les maladies de l'intestin, il y a une composante génétique. Donc, il y a un surrisque dans l'environnement d'individus qui ont ces maladies. Donc, s'il y a des femmes qui ont déclaré ces maladies dans la G1, eh ben, voilà, c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe sur les générations ultérieures. Et par exemple, sur les travaux de la polyarthrite, ces différents travaux et ceux d'autres équipes françaises ont mené à l'établissement d'une cohorte de patients à risque et donc justement des apparentés de patients qui ont la polyarthrite rhumatoïde. Et cette étude va démarrer en 2025 et on inclura des individus qui ont quelqu'un dans leur famille ou qui ont les anticorps de la maladie sans avoir la maladie, avec des mesures préventives, une éducation au risque, etc. Donc, on ne fait pas juste des études pour identifier les risques, on essaye derrière de voir comment on peut impacter le risque et diminuer le risque de maladie auto-immune qui est devenu maintenant une épidémie. Hein. Le risque de maladie auto-immune en 10 ans a été plus que doublé dans le monde. Donc voilà, c'est les ça chiffres, a un impact. effectivement, les chiffres parlent de même. Madame, vous aviez une question? Oui, moi, c'était pour la question de la motivation de la génération 1. Je pense que la motivation, c'était qu'on espérait quand même que le temps qu'on passait à remplir ces questionnaires aurait une utilité. Et je crois qu'une journée comme aujourd'hui, c'est bien parce que ça nous montre qu'effectivement, ça a pu servir à beaucoup de recherches, beaucoup plus que ce qu'on pouvait imaginer, enfin qu'en tout cas, moi j'imaginais. Et je pense que pour la motivation des générations suivantes, ben, il faudrait leur faire connaître cette utilité. Bon, je ne sais pas comment on essaye auprès de nos enfants, mais il faudrait le faire plus largement. Voilà. Merci beaucoup pour votre commentaire et vous avez raison. Je pense que quand on répond à une enquête, on a besoin de savoir à quoi ça sert. Madame, vous aviez une question également, c'est ça? Oui, c'est pas vraiment une question, c'est sur la motivation Oui. également. Moi, au départ, je m'intéresse à beaucoup de choses, donc ça m'intéressait. Et d'un autre côté, j'avais envie de savoir si la façon dont moi je m'alimentais était différente de celle des autres et si ça avait un impact sur la santé. Ça m'a permis de voir depuis 34 ans que j'avais fait les bons choix en matière d'alimentation. Eh bien oui, parce que depuis 34 ans, à tous les questionnaires où on me demande si ma santé est excellente, je réponds oui, je réponds oui, je réponds oui, et je réponds oui. Et à 84 ans, je continue à répondre oui, ma santé est excellente. Donc, merci de cette ovation. Et je vais en profiter pour poser une question quand même. D'abord, j'ai beaucoup apprécié la journée. C'était très riche, très bien construit, très intéressant. Ça représente un travail considérable qu'il fallait faire. Mais je vais quand même poser la question, notre santé est-elle chiffrable? Est-ce qu'on peut la mettre en chiffres?
Parce que moi, j'ai entendu parler tout à l'heure des Nutri-Score. J'ai participé à tous les questionnaires concernant ces Nutri-Score. Ce que j'achète, moi, j'ai jamais vu de Nutri-Score. Sur les poireaux qui sont cultivés à 30 km de chez moi, et les salades, et les carottes, et les pommes de terre, et les rutabagas ou je ne sais quoi, il n'y a pas de Nutri-Score. Donc, voyez, je pense que notre santé, il faut la chiffrer, bien sûr. Il faut faire des statistiques, bien sûr, mais je pense que quand même, il y a des parties qui ne sont pas chiffrables. Alors, j'attends le psychiatre de tout à l'heure avec impatience parce que je pense qu'il va aussi parler de psychologie parce que je crois que c'est le gros manque de cette étude, mais on ne peut pas étudier tout à la fois, hein. Je suis tout à fait consciente et puis c'est extrêmement compliqué. Mais je pense que la psychologie humaine et la psychologie de la société sont deux facteurs qui entrent en compte, même si ce n'est pas chiffrable dans vos études. Est-ce Ça, qu'on laisse j'en le suis tout psychiatre à fait répondre ou est-ce consciente. que l'un d'entre vous, là, en attendant, veut rapidement dire quelque chose? Non, mais je crois que madame a tout dit, hein. Merci. Alors, avant qu'on marque une pause, je vais tenter à nouveau de faire une synthèse de ce qui s'est dit. Merci d'abord d'avoir rappelé que la maladie de Parkinson est précédée d'une phase qui peut durer jusqu'à 20 ans, une phase durant laquelle des symptômes non moteurs tels que la constipation, des troubles de l'anxiété, des troubles du sommeil peuvent apparaître. Vous nous avez également expliqué qu'il existe deux formes de cette maladie, hein, une qui débute dans le cerveau, une autre dans l'intestin, qui se propage ensuite au cerveau via le nerf vague et qu'il est crucial d'intervenir tôt et d'identifier les facteurs de risque pour une meilleure prévention. Ceci étant dit, c'est valable pour toutes les maladies. 1200 cas de maladie Parkinson ont été identifiés dans l'étude de 3N sur près de 30 ans. Une étude a montré que l'activité physique élevée chez les femmes réduit le risque de la maladie de Parkinson de 20%, c'est pas rien, et même 10 à 20 ans avant le diagnostic. D'autres recherches sont en cours sur d'autres maladies liées au vieillissement, notamment l'hypertension et le diabète, vous l'avez rappelé. Et nous avons évoqué le cas également de la polyarthrite rhumatoïde, la maladie rhumatismale la plus fréquente en France, qui touche environ, vous l'avez dit, 0,5% de la population, avec une prédominance féminine, puisque vous avez rappelé ce chiffre de 75% des cas pour les femmes. Dans la phase préclinique, c'est une pathologie qui peut être détectée jusqu'à 13 ans avant l'apparition des symptômes, et c'est une maladie qui est influencée par des facteurs génétiques et environnementaux, notamment le tabac. La conjonction de la prédisposition génétique et du tabagisme augmente significativement le risque de développer cette maladie. L'alimentation, vous nous l'avez rappelé, joue également un rôle très très important et un régime méditerranéen, on y revient toujours et encore, est associé à une diminution du risque, inversement à la consommation évidemment de soda et de café. Il a d'ailleurs été beaucoup question avec vous Antoine d'alimentation avec un focus sur le Nutri-Score et l'échelle de notation. Une consommation importante d'aliments avec un mauvais Nutri-Score est associée à un surrisque de maladie de Crohn comme vous nous l'avez dit. Alors nous allons à présent marquer une pause. On se retrouve à 16h15 et au risque de me répéter, n'oubliez pas de vous répartir entre les deux espaces. À tout de suite.